par le plus grand des hasards, une des membres importants de la Banque mondiale, comme Snowden, s'est révoltée. Elle s'appelle Karen Hughes. Karen Hughes, oui, en plus. Karen Hughes, alors on vous conseille d'aller sur Internet, voir tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, etc. C'est important, pour l'instant, personne ne l'a sorti, mais quand même, tout ce qu'elle dit, et elle est en train de nous expliquer ce qui se passe actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Karen Hughes, pour la présenter, c'est une ancienne diplômée de la Yale Law School. Donc, il fait partie de l'élite. Oui, de l'élite. Hein. C'est l'élite. Donc, cette dame, elle a travaillé pendant 20 ans dans le système juridique de la Banque mondiale, même plus de 20 ans. Et un jour, elle va se révolter, on va dire, et elle va dénoncer qu'en fait, à travers ses recherches, elle trouve que en s'appuyant sur une étude de l'Institut technologique de Zurich, voilà, qui est quand même important, puisqu'elle a produit près de vingtaine de prix Nobel depuis ou de gens qui ont aidé au prix Nobel, ouais, quoi. Je veux dire, c'est la plus haute faculté au monde. Ouais. On peut le dire, voilà, au niveau des résultats. Ah, bon, pas donc elle s'appuie sur cette étude qui, sur 37 millions d'entreprises dans le monde, et elle a cette étude, parce que elle dit, Karen Hughes est en train d'expliquer que la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale et le FMI sont en train de piller le monde et de mettre l'humanité sous le joug de la dette, et que c'est volontaire, et qu'ils ont décidé de s'accaparer la richesse de l'humanité. Ok? Donc, ouais, sur ces 37 millions d'entreprises, ils ont découvert qu'il y avait environ 147 entités, pour pas dire autre chose, des familles. On ne dira pas des familles. Qui dirigeraient 40% environ de l'économie mondiale officiellement. Officiellement. Donc ça veut dire que ces gens, concrètement, ils ont, comme tu as dit, dominent la planète, ils ont décidé de piller les ressources de la planète. À travers quoi? À travers la dette. Bon, c'est pas nouveau, rien de neuf depuis... disons que ces gens-là, on va expliquer plus simplement, c'est-à-dire que la richesse mondiale est en quelques centaines de mains. C'est ce que dénonce Karen Hughes. C'est dans quelques centaines de mains qui se cachent derrière des entités juridiques multiples, puisque à Zurich, ils ont dû... Combien ils ont dû en étudier? 37 000? 37 millions. 37 millions de sociétés pour arriver à se rendre compte que, finalement, il y a 200 pingouins, là, grosso modo, qui contrôlent... Alors, Ziegler donne un chiffre plus précis, je crois. Hein. Ziegler, ils en tournent autour de 200, lui. Lui, il dit 200, et 80% du PIB 80% du commerce mondial. Du commerce mondial, hein, n'est-ce pas? Donc, alors, vas-y. Donc, derrière ces 147 entités, les principales sont quand même tout ce qui concerne les institutions financières. Les banques, Morgan, les Barclays, etc., etc. Goldman Sachs, etc. Et pour faire le lien avec la BRI de tout à l'heure, la BRI qui est une sorte de la banque centrale des banques centrales des pays. Voilà. Et cette BRI contrôle quand même 58 banques centrales dans le monde. Donc en fait, ce qu'elle dénonce aussi Karen Hughes, c'est que ce néo-féodalisme à la dette permet à ces entités quand même d'imposer leur point de vue. D'accord, à travers le monde. Leur permet, je dirais, d'imposer les lois. Elle dit que ces gens-là contrôlent l'information et contrôlent les financements de partis politiques. Et ces entités, en plus, pour continuer, contrôlent non seulement les médias, mais en plus se sont infiltrés à travers des fonctionnaires, qui ne sont pas élus, ça va vous rappeler la Troïka, tous ces gens de l'Union Européenne ou de l'ONU. Donc ils contrôlent toutes les institutions supranationales. On a dit FMI, BEUR, Banque mondiale, ça c'est l'OMC. D'accord. Donc... Ça c'est la partie qu'ils n'ont pas besoin de cacher, de l'iceberg. Après il y a la partie honorable, c'est la démocratie. C'est-à-dire que ils ont acheté tous les gouvernements du monde. Mais les gens ne veulent pas le croire. Les gens ne veulent pas le croire. On a lu le livre de Jean Ziegler, qui s'appelle Les Nouveaux Maîtres du Monde. Donc qui insiste sur le fait que depuis 1991 et de la fameuse chute de l'URSS et l'imposition du nouvel ordre mondial par les Américains, l'invention.
Donc, du nouvel ordre mondial, vu que les États-Unis restaient la seule superpuissance. L'axe du bien. L'axe du bien. L'axe du bien, hein. L'axe du bien, Très important. forcément. Donc, ces gens, ces institutions financières sont appuyées sur donc, ces instances supranationales, dans le but, forcément, comme commencé depuis la Première Guerre mondiale, de destituer tous les pouvoirs des États-nations, d'accord, afin de prendre forcément le pouvoir par l'économie. Ce que je vous rappelle, on a vu dans Gangsterton, l'empire informel fait par Cecil Rhodes à travers la Round Table. On n'a pas besoin de colonies pour contrôler le monde, on n'a pas besoin de contrôler les territoires, on a besoin de contrôler l'économie. Voilà. Donc pour installer ce contrôle de l'économie, on va créer plusieurs choses. Donc on avait créé le GATT, enfin on a parlé de... Qui est devenu l'OMC. Qui est devenu l'OMC. Et avant l'OMC, ils avaient signé en Marrakech en 1989 ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Donc dans ce consensus, on va établir clairement les bases donc, de l'OMC, c'est-à-dire liquider tout ce qui concerne les réglementations, afin d'imposer forcément toutes les multinationales, le libéralisme. En fait, oui, vous êtes devant une société, vous êtes devant un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que tous les mensonges s'étant accumulés, je veux dire, les meilleurs serviteurs du système commencent à se révolter. On peut dire ça, comme Karine commence à se poser des questions, et commence à redécouvrir la honte. C'est un peu vrai, c'est un peu ça. Il commence à redécouvrir la honte d'avoir servi ce système et se retourne contre ce système. Donc, par-delà, je dirais, ce que dit Karen Hughes, il y a beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus important. C'est ces gens-là, effectivement, se sont accaparés, je veux dire, toute l'économie mondiale. Voilà. Bon. Vous pouvez le croire ou pas le croire, mais l'économie mondiale, les gens qui gouvernent le monde, les commissaires européens, sont tous vendus à 200 personnes. La presse libre, tout est vendu. D'ailleurs, c'est paix mondiale avec le commerce mondial. C'était un peu leur cheval de bataille à un moment donné. Hein. C'était on va imposer le commerce pour imposer la paix. Bon, il faudrait demander à tous les PMA, les pays les moins avancés, pour voir si ça fonctionne bien. Ouais, ils sont en voir comment le FMI fonctionne toutes leurs exportations pour régler leurs dettes qui n'existent pas. Voilà. Parce que bon, qu'importe, je veux dire, que vaut une dette qui a été échangée dans une monnaie fictive. L'argent dette. L'argent dette, mais je veux dire, bon, moi je te signe une reconnaissance, un petit papier, qui vaut 3 millions d'euros, qui te permet d'acheter ce que tu as besoin. Je te fais la grâce de t'offrir ce billet à 5%, n'est-ce pas? Dans l'argent que je n'ai pas. On est bien d'accord? Voilà, je n'ai pas cet argent. Et par quel miracle, cet argent, en fonction du système fractionnaire, puisque j'ai le droit de te prêter 20 ou 30 ou 40 fois la somme d'argent que je n'ai pas. Et donc, forcément, c'est ça le système de l'argent, hein. C'est l'argent dette. Depuis la création de la Banque d'Angleterre. Depuis la création de la Banque d'Angleterre. 1694, on l'a déjà dit, on le rappelle. On le dit, on le rappelle, c'est-à-dire que ces gens qui n'ont pas une thune, qui n'ont pas d'argent, ont le droit de vous prêter de l'argent qui n'existe pas et de toucher de l'intérêt sur de l'argent qui serait issu de votre sueur, quand même. Parce que le travail, les impôts. Le travail, les impôts, etc. Donc voilà, bon bref, ça dure depuis un moment, le monde est en faillite. Mais ces gens qui gouvernent le monde ont eu l'intelligence de mettre en place, je dirais, des politiques qui vous vendent un plan d'austérité. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation absolument ubuesque en France, c'est-à-dire que vous avez le CAC 40, et le CAC 40, les 40 plus grosses sociétés françaises, qui eux payent quasiment strictement aucun impôt en France, et tout le reste avec, mais par contre, le vilain français qui a eu l'outrecuidance de gagner le SMIC cette année, devra payer l'impôt. Non, parce que c'est un honneur de payer l'impôt. C'est vrai, il faut participer au redressement national. Oui, oui. Voilà.
Bon, donc vous avez la chance de participer au redressement national organisé par la droite ou la gauche. Hein. La droite qui revient, hein, ils se échangent la place, un qui enrichit les riches, la droite, et la gauche qui vient pour appauvrir les pauvres. Hein. Mais tous les deux vendus à ces mêmes banquiers internationaux, à ces mêmes cartels financiers. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous ont imposé l'étranglement par l'argent dette. Mais là où ça devient plus rigolo, c'est que cet argent, papier, qui va s'effondrer, demain ou après-demain, qu'importe, puisque de toute façon, tout économiste, et les prix Nobel vous le diront, invariablement, de la monnaie issue de rien retourne là d'où elle vient, à valeur zéro. Voilà. Et ça, c'est ce que Karen Hughes, donc, dénonce en disant, attention, on est près de ce point d'impact. Et les oligarchies financières se sont préparées une petite porte de sortie que les gens n'imaginent pas concernant l'or. Peu de gens. Que peu de gens peuvent imaginer concernant l'or. Ah, attention, nous au bistrot du complot, on est des goldeux de la première heure, et on dit papa, papa, papa. Qu'est-ce qu'a dit Madame Hughes? Et Madame Hughes nous dit, ces oligarchies financières, ces familles oligarchiques, ont mis de côté un petit peu d'or. Un petit peu. Et surtout, un petit peu, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Alors, je te laisse donner les chiffres sur la question de l'or. Alors, on va parler déjà officiellement. Officiellement. Ce que vous croyez. Donc, officiellement, juste pour une petite idée déjà, les banques centrales, le FMI, posséderaient environ 9%. 8,5% des réserves d'or mondiales. Connues. Les parties supposées connues. Personnes privées, donc vous faites le ratio, 91,5%. Sur environ, il y aurait environ, le dernier chiffre c'était 2007 qui sont sortis, il y aurait 28 580 tonnes d'or. Officiellement. Tout en sachant qu'en 1966, il y avait 38 000 tonnes d'or. Donc il y a déjà 10 000 tonnes, on ne sait pas où ils sont. Ça vient, ça part, ça revient, etc. Alors, ça c'est la pantomime du dollar or échangeable qui vaut 35 $, et puis d'un coup, il n'est plus échangeable. Officieusement, il y a un problème là. Karen Hughes a sorti un chiffre quand même. On pense qu'elle est au courant, elle a travaillé, on nous a dit 25 ans. 20 ans dans la Banque mondiale. Elle pense, bon, elle doit avoir des sources, hein, qu'on connaîtra peut-être, qu'il y aurait approximativement 170 000 tonnes d'or cachées. Waouh! Ça Ça fait décoiffe. déjà Hein. 140 000 tonnes d'or quelque part. Putain, ça décoiffe là. Oh la vache! Tout en sachant que sur les 28 000 tonnes d'or connues, il y en a déjà 90% qui appartiennent à des particuliers. Donc, Donc, tout le monde dit on ne sait pas où ils sont. Alors, les gens vont nous dire, quand même, 170 000 tonnes, oh bah c'est une complotiste, c'est une folle. C'est une folle. Bon, ok, c'est une folle. Non, il y a juste un petit problème. C'est ce qui s'est passé au 19e siècle en Asie. Ça a commencé, fin 19e. Ça a commencé. Non. Alors, les gens vont nous dire, quand même, 170 000 tonnes, oh bah c'est une complotiste, c'est une folle. C'est une folle. Bon, ok, c'est une folle. Non, il y a juste un petit problème. C'est ce qui s'est passé au 19e siècle en Asie. Ça a commencé, fin 19e. Ça a commencé. En fait, les Anglais, particulièrement la famille royale d'Angleterre, a découvert que, en fait, il va mieux coloniser l'Inde, la Chine, etc., parce qu'il y avait certainement pas une force colonisatrice à faire, mais quelques profits. Hein. C'est bien connu, comme disent les Anglais. L'Angleterre, hein, c'est un ministre anglais qui l'a dit, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a pas de traité, elle a que des intérêts. N'est-ce pas? Donc, l'Angleterre et les Américains, puisque en fait, la différence entre un Anglais et un Américain est infime. Un Anglais,
c'est un Américain qui n'a pas pris le bateau, hein. Voilà, à peu près, hein, on peut dire ça comme ça. Donc ils ont un sens du business aigu, ce sont des protestants, n'est-ce pas, des WASP, c'est donc White Anglais protestants de la race élue, quoi. Alors là, c'est eux qui vous ont monté quand même quelques petites joyeusetés, la Rentable, la franc-maçonnerie est née en Angleterre, etc. Donc il est dans le CFR, etc. Donc sont des gens qui ont quand même beaucoup d'imagination et en matière d'élite, ils savent de quoi ils parlent et en matière de piétaille, ils savent de quoi ils parlent. Donc en fait, ils ont dit à l'humanité, il n'y a pas d'or en Asie. Sauf un petit problème, c'est que historiquement, et depuis le Moyen-Âge, hein. Moyen-Âge, même avant, l'Asie a toujours été un endroit de commerce international, de soieries, d'épices, etc. Et les Asiatiques n'ont pas subi, je dirais, la bêtise bancaire de l'Occident. Et en fait, tous les Asiatiques ont toujours demandé un paiement en or. Et même quand la famille royale d'Angleterre commerçait dans le trafic d'opium, je vous laisse imaginer ce que c'est le trafic d'opium au 19e et au 20e siècle, c'est énorme. Les mafias, tout le monde, les Asiatiques se sont toujours fait payer en or. Et il s'est passé quelque chose d'assez curieux, c'est qu'à partir du 20e siècle, les Japonais ont obtenu un armement, des traités et un blanc-seing de l'Occident, particulièrement, je dirais, anglo-saxon, pour piller toute l'Asie et tout l'or de l'Asie. Et ce pillage a un nom, ça s'appelle l'opération Lys d'Or. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, mais le plus connu, c'est l'opération Lys d'Or. Ah oui. Et alors là, on l'a déjà montré, je crois. On vous l'a déjà montré, hein, ça. Je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien, on la rapproche, voilà. Alors ça s'appelle Opération Lys d'Or. Voilà, regardez-le bien. Non, il n'y a pas de lumière, c'est ça. Voilà, hein. Vous le voyez bien ça? Et je peux vous dire que Sterling and Palissy Rev sont des anglo-saxons, donc je dirais qu'à la limite, ils sont très gentils dans leurs livres quant aux fins de ce qui s'est passé dans cette opération, puisqu'ils disent que c'était pour ceci, cela. Mais, quand on lit bien ce livre, qui essaye de minorer les quantités, parce que ils essayent de dire que la quantité est colossale d'or dans l'opération Lys d'Or, c'est-à-dire que pendant 50 ans, par un curieux arrangement, les Américains et les Anglais ont donné un blanc-seing aux Japonais, avec des massacres épouvantables. Le plus connu, le massacre de Nankin. Nankin, oui, voilà. Puis tout ce qu'ils ont fait en Mandchourie, hein, mais bon, ça... C'est une... alors là, bien... Nankin, juste pour préciser, c'est-à-dire qu'on tuait les hommes à coups de baïonnette, mais pour s'entraîner. C'est-à-dire que des gens tenaient, on tuait. Ouais. Et ça a fait des millions, peut-être pas exagérés, mais des centaines de milliers de morts. Et on faisait tout ça dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de machin comme ça. Là, on tuait dans la rue. C'est-à-dire que dans la rue, il y avait des milliers de cadavres, des massacres, on enterrait les gens vivants, on violait les femmes, on tuait les bébés pour s'amuser. Enfin bref, c'est une horreur. C'est une horreur. Et en même temps, on récupérait tout l'or de l'Asie. Donc il y avait la partie de l'armée japonaise qui était chargée d'exterminer, parce que le général en chef qui avait dit on extermine tout le monde. Et l'autre partie de l'armée était chargée de récupérer tout ce qu'ils trouvaient en or. Voilà. Donc, et en pierre précieuse, éventuellement, quelques petits diamants sont bienvenus. Sachant que, justement, ces Asiatiques, qui sont des commerçants depuis des siècles, certains grands spécialistes ont voulu faire croire que l'Asie de ce temps-là, qui représentait 80% de l'humanité, ne représentait en fait que 5% des réserves d'or. C'est sachant que ces gens-là n'ont jamais accepté une monnaie papier, ont toujours exigé un règlement or ou pierre précieuse. Est-ce qu'on peut croire que 10 siècles, pour être gentil, pour pas dire 15 siècles de commerce asiatique, sans guerre majeure,
sans catastrophe financière, hein, puisque voilà. Et quand on connaît l'asiatique, généralement, quand il a une pièce d'or, il se le transmet pendant 5 générations. Avant d'aller lui chercher, il faut lui brûler les pieds. Ce qu'on fait les Japonais. On fait les Japonais. Voilà. Donc, ces Asiatiques qui représentaient, je crois, au début du XXe, 60% de la population mondiale. Oui, il y avait déjà, disons que je pense que la Chine, début du XXe, il y avait déjà presque 600 millions d'habitants. Voilà, bon, bref. Donc ces gens-là n'auraient détenu que 6%, 5%, 5-6% des réserves d'or mondiales. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Alors que nous, Européens, qui avons subi quand même, entre-temps, le scandale. Alors le premier, c'est le scandale des tulipes hollandaises. Après, vous avez eu les assignats, l'eau, la Louisiane, etc. Nous, on a perdu. Entre-temps, on avait perdu. On s'était fait, je vais dire le terme, trouer le cul. Trouer le cul par le mirage papier. Soyons clairs. Hein. Voilà, mais et encore, bon, c'était que des expériences. C'était que des expériences. Mais maintenant, on peut quand même faire mieux. Donc, ces gens-là, ces gentils Japonais, donc, qu'on a laissé piller l'Asie, n'auraient retrouvé, selon parce que, en fait, c'était assez difficile pour les Américains de laisser passer à côté l'opération Lys d'Or, tellement elle est énorme, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, les Américains prétendent n'avoir récupéré que dans les années ont reconnu à l'époque où le dollar valait 35 $ l'once, hein, donc dans les années 45, n'avoir récupéré que quelques centaines de milliards. 240 fois. Dans cette affaire, il y a un particulier qui s'appelle Roxas, qui a trouvé une planque, qui s'est fait assassiner par Marcos, et en 1996, un jugement d'un tribunal fédéral américain condamna la succession Marcos à verser 45 milliards à ses héritiers. Ça, je parle d'un gars qui a trouvé une planque. Parce que les Japonais, ayant planqué particulièrement aux Philippines, vous imaginez, Singapour, un peu partout. Ouais. Voilà, on en plaqué de partout. Donc vous imaginez, bon, donc déjà, un gars tout seul est reconnu, l'État philippin est condamné à lui verser 45 milliards. Hein? Bon. Mais. C'est bien pour la retraite. C'est bien. On sait également que, en 1960, le vice-président Nixon a offert un cadeau, hein, sur l'opération Lys d'Or, sur les petits cadeaux, a offert 35 milliards de dollars, je dis bien en 1960. Hein. Rappelez-vous, ça valait à l'époque, hein, 35 $ l'once. Alors Nixon, il offre 35 milliards de dollars aux dirigeants du Parti libéral démocrate japonais en leur faisant promettre d'en reverser une partie pour financer sa campagne électorale. Hein? Vous voyez, même avant ça, il y a eu les procès de Tokyo qui étaient un peu calqués sur celui de Nuremberg. On se rend compte que Hirohito ou le prince Shishibu qui était à l'origine de tout ça, bon, on les a un peu amnistiés en échange de leur silence quand même. Hirohito. Ah oui, non, mais là, bon, surtout, ne dites pas la somme qu'on est en train de récupérer, et nous, on vous assure l'impunité. Mais allez, on va aller plus loin, puisque ces sommes, soi-disant ridicules, de l'opération Lys d'Or, ont quand même été diluées entre 1945 et 1947 par le duo qu'on a appelé Santi, c'est un surnom, et Lansdale. Lansdale, c'est comme un personnage qui est au cœur du système. Il est au cœur du système, Santa Romana, et surtout le Black Eagle Trust. Et donc ces gens-là ont transféré sur 172 comptes en banque à travers le monde, répartis dans 42 pays, le
trésor de l'or récupéré dans l'opération Lise d'or. Alors, si vous êtes des naïfs, imaginez-vous 172 comptes en banque. Est-ce que ces gens-là, quand ils mettent dans un compte en banque, vous pensez qu'ils mettent 1 milliard, ou 10 milliards, ou 100 milliards? On pourrait presque même donner le chiffre maintenant de l'estimation des tonnes d'or. Hein. Oui. C'est 300 000 tonnes d'or. 300 000 tonnes d'or récupérées à travers l'opération Lise d'or. Voilà. Donc, bon, l'or des nazis à côté, c'est une pécadille. Rien que dalle. C'est une pécadille. Alors, les gens qui veulent contester ces chiffres, on leur dit simplement, réfléchissez. 172 comptes dans 42 pays distribués à des banques privées qui se le sont revendus, achetés, manipulés. Et vous vous demandez aujourd'hui comment ces gens-là arrivent à mieux manipuler les cours de l'or. Et même pour argumenter, il y avait un compte qui appartenait à Hirohito et à MacArthur qui a rapporté 1 milliard d'intérêts. Alors, je vous conseille également de savoir que l'or se prête à intérêt, effectivement. Ben alors, un intérêt ridicule, hein, c'est 0,1%, vérifié. Vous pouvez calculer ça. Rien que ce petit compte ouvert par M. MacArthur et Hirohito, c'est une petite compensation légère, en 1980, ouvert à la Sawa Bank, rapportait 1 milliard d'intérêts par an. Alors, Pas mal. ceux qui veulent savoir quel intérêt se paye sur l'or en dépôt, préparez vos mouchoirs là, parce que sur la quantité, c'est pas mal. Donc on additionne un petit peu, on s'est amusé au bistrot à additionner ces sommes là, parce que quand Madame Karen Hughes affirme que les familles oligarchiques ont 170 000 tonnes d'or cachées, alors que le compte mondial, des comptes connus, dit combien Autour de 30 000. 30 000. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, vous vous posez la question, mais c'est pas possible, les Américains ne nous auraient pas menti, ils n'auraient pas osé cacher ça. Ben, il y a juste un problème, c'est que sur ce livre, si vous prenez les références, parce que le gars cite ses références quand même, hein, vous en avez à peu près 10 pages, hein, vérifiables, vous avez 10 pages de références à la fin, elles sont vérifiables. Vous pouvez, tout le monde peut vérifier, est-ce que le Black Eagle Trust existe? Vous pouvez le vérifier. Vous trouverez des tas d'informations dessus. Ça dit, en français, fond aigle noir, donc je pense que c'est Trust. Voilà, c'est Black Eagle Trust. Ouais, Voilà. Alors ce Black Eagle Trust, Santa Romana, etc., c'est un roman absolument fabuleux, mais les chiffres qui sont indiscutables, dépassent l'entendement. Bien entendu, les raisons invoquées au début, c'est qu'on ne pouvait pas mettre cet argent sur le marché parce que ça ferait sauter l'économie mondiale, etc. Basé sur l'or. Basé sur l'or, et que, en attendant, les Américains nous préparaient Bretton Woods et l'or échangeable à 35 $, une stabilité financière. Bien entendu, les raisons invoquées au début, c'est qu'on ne pouvait pas mettre cet argent sur le marché parce que ça ferait sauter l'économie mondiale, etc. Basé sur l'or. Basé sur l'or, et que, en attendant, les Américains nous préparaient Bretton Woods et l'or échangeable à 35 $, une stabilité financière. Promesse d'Américains, promesse tenue en 1971, les Américains ont dit au monde entier, allez tout vous faire mettre, le dollar n'est pas échangeable en or. Bon, ils ont fait d'autres joyeusetés au fur et à mesure du temps. La Providence veut que de temps en temps, certaines personnes dans ce système le dénoncent. Alors, nous au bistrot, on vous conseille vraiment, hein, d'aller voir ce que dit Madame Karen Hughes. On conseille à ceux qui se prétendent de la dissidence de traduire
les interviews de Madame Karen Hughes, de nous expliquer pourquoi elle dit ça, quel intérêt elle a. Et puis, à ceux qui s'imaginent, qui n'arrivent pas à comprendre, mais comment ces Américains qui inventent des dollars et qui nous disent que l'or ne vaut rien, ça n'a pas de sens. Si l'or valait quelque chose, ils en achèteraient. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils en ont encore besoin? Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'en acheter? S'il n'y a plus rien à Fort Knox. Si le COMEX, comme le disent tous les gens, les spécialistes de l'or, le COMEX il est pratiquement vide. Le LBMA, pas plus. Bon, K1KA, on se partage la production mondiale annuelle qui ne va qu'en diminuant et on couvre. Mais si vraiment une oligarchie financière tient le monde, est-ce que vous pouvez imaginer qu'ils ne sont pas largement servis comme l'affirment les chiffres? Déjà, vous imaginez qu'officiellement, on vous dit 90%. Heureusement qu'ils minorent la quantité. Hein. Ouais, heureusement. Heureusement. Parce que imaginez qu'on vous dise demain, il y a 300 000 tonnes d'or. Et là, réfléchissez. S'il y a 300 000 tonnes d'or, eh bien, ils peuvent acheter le monde. Ils le mettent. Ils l'ont déjà acheté en plus. Ils l'ont déjà acheté. Il y a même une phrase de Cécile Roth qui me revient comme ça, qui disait que quand il regardait les étoiles, il était un peu déçu parce qu'il pouvait pas y aller pour aller conquérir le reste. C'est-à-dire que Cécile Roth, hein, je vous rappelle à peu près pour ça, début 20e, à travers la Round Table, il contrôlait un peu le monde à travers tout ce qu'ils avaient déjà fait avant. Bien sûr. Donc imaginez 100 ans après. Voilà. Donc, la question de l'or, aujourd'hui, ne vous demandez pas pourquoi ils ne courent pas derrière l'or. Pourquoi ils laissent partir la pitoyable production mondiale, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ont amassé des quantités d'or que vous n'imaginez pas, et qui sont inimaginables, qui sont officiellement reconnus, puisqu'ils vous disent 80%. Le problème, c'est la quantité d'or. Étudiez bien l'opération Littor, vous verrez que les quantités d'or annoncées sont complètement fausses, ahurissantes, par quelques simples détails qu'une intelligence primitive peut comprendre. Caranius vous dit, bon ils vont faire sauter la boutique. Ouais, oui, c'est une évidence, hein, vous avez bien compris, j'espère que ce monde ne tournera pas indéfiniment avec ses critères monétaires, avec ses critères économiques, et que ne vous inquiétez pas, surtout n'achetez pas d'or, surtout pensez à prendre des PEA, des livrets A. D'ailleurs, l'État français vous a mis dans le fion 32 milliards cet été, 32 milliards, hein, comme dirait l'autre, c'est une belle quenelle quand même, 32 milliards. Personne n'a rien dit. Parce que aujourd'hui, l'or est au tapis. Comment, si vraiment ça valait quelque chose? Non. Est-ce que vous imaginez que un homme, comme un État, je veux dire, comme disait Sacha Guitry, avec les femmes, à mesure que les gestes sont moins respectueux, les paroles doivent l'être de plus en plus. Alors écoutez bien ce qu'ils vous disent. L'or ne vaut rien, la monnaie, les placements, etc. volent énormément. Et quand vous entendez dire oui, mais on va vous spolier, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça sera pire que ça. Ça sera bien pire que ça. Et un jour, vous découvrirez réellement ce que vaut l'or, parce que quand il vaut, comme aujourd'hui, 190 € le Napoléon, personne n'en veut, mais quand il vaudra 2000 €, vous vendrez votre slip pour en avoir, parce que eux les riches, ils l'ont déjà, n'est-ce pas? Alors, ne vous demandez pas ce que vaut l'or, eux ils l'ont déjà, ne vous demandez pas si vous êtes esclave, vous avez regardé l'histoire,
Vous avez vu ces forces de la liberté qui nous ont libérés des méchants Allemands. Hein. À chaque fois. À chaque fois, ils nous ont sauvés, ces gentils Américains. On vous a mis une vidéo en disposition, histoire que vous ayez la liste de tous ceux qui ont des entreprises allemandes et françaises qui ont servi Hitler. Pas celles qui ont été condamnées, malheureusement. Voilà. Donc, imaginez que ce monde est fou. Et on vous salue, puisque j'ai eu ce message sur ma boîte aux lettres, Karen Hughes, qui m'a dit, écoutez, je ne suis qu'un oiseau siffleur, c'est une expression anglaise, donc nous au bistrot du complot, on n'est que des oiseaux siffleurs, on a sifflé quelques fois, on ne s'est pas beaucoup trompé, donc je vous donne juste cette information, juste celle-là, et qui est incontestable à travers les documents, c'est que les réserves d'or avérées sont fausses, complètement fausses. Et c'est pour ça que ceux qui sont censés investir intelligemment n'ont pas besoin d'aller sur le COMEX ou le LBMA ramasser quelques onces qui restent, ou des actions, ou n'importe quoi. Ils n'ont plus besoin, ils sont déjà servis. Et ce que vous dit Karen Hughes, c'est que à travers les officines élues par personnes internationales, ils sont en train de vous préparer un chaos économique. Tout est prêt. Tout est prêt, mais ne comptez pas sur nous pour vous donner la date, puisque nous, là, on n'a plus le temps. On doit aller manger. Voilà. On peut vous donner les chiffres, les références, etc. Et si des fois, un historien sérieux nous invite pour un débat contradictoire, on est open bar. On est open bar. Au bistrot, c'est normal.